C'est pour tout cela que notre jeune devra mourir quand le grand jour du fascisme, le déclenchement de la prochaine guerre mondiale, sera venu. Alors tout deviendra clair, on l'aura trompé, on l'aura possédé. La dernière minute de ce jeune risque d'être terrible. Il verra enfin clair et c'est en mourant qu'il apprendra à penser clairement. La lutte contre l'extrême droite est une lutte contre la guerre. La lutte contre l'extrême droite est une lutte pour la paix. Il y a un grand principe qui est quand même d'essayer de comprendre l'histoire, voir par quelle voie l'histoire est passée pour ensuite s'en saisir et puis essayer d'agir correctement au moment où nous nous trouvons. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier du Kadalénoscope parce qu'on se trouve dans un autre endroit. Je suis là où je me trouve pour avoir un échange avec Barbara Stidler. Alors, je vous la présente en un mot parce que c'est une penseuse, une philosophe très importante à la fois dans l'ambiance actuelle du pays, mais également dans ce qu'elle a pu proposer et dans ce qu'elle a pu intervenir dans le débat public à chaque étape ces dernières années. Barbara Stidler, au départ, est une spécialiste de Nietzsche et elle a travaillé énormément sur le néolibéralisme par la suite. Donc le néolibéralisme, si vous voulez, est une école de pensée et une pratique de gouvernement qui naît à partir environ des années 30. C'est autour de la Société du Mont Pèlerin en France. Il va y avoir tout un tas de penseurs qui vont s'articuler à cette société. Et l'application, quelque part, de cette école de pensée va démarrer avec ce qu'on a appelé le tournant contre-révolutionnaire ou le tournant conservateur, néolibéral précisément, des années 80, avec Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni. L'analyse que Barbara Stidler a produite notamment dans son ouvrage « Il faut s'adapter », que je vous recommande vivement, le néolibéralisme est une pratique du pouvoir qui est une pratique du pouvoir autoritaire et qui en réalité n'est pas pour l'absence totale d'État, mais plutôt l'usage de l'État, l'usage de techniques de pouvoir pour contrôler et les vies individuelles et le destin collectif. En ceci, le néolibéralisme se trouve en opposition directe avec la démocratie et quelque part, cela peut éclairer ce que je vous disais dans la dernière vidéo en vous parlant du livre de Joan Chapoutot, c'est-à-dire comment des personnes qui défendent des politiques néolibérales en viennent à préparer la voie et à paver la voie à l'extrême droite. Et bien, parce qu'il y a d'une certaine façon en commun un sentiment profondément antidémocratique qui fonde le néolibéralisme et que partage bien entendu l'extrême droite. L'ensemble de ces travaux sont vraiment importants à suivre en ce moment parce qu'ils permettent de comprendre pourquoi, comment et par quelle voie la démocratie française et en réalité l'idée démocratique un peu partout dans le monde se trouve aujourd'hui sous une menace particulière. Allez lire Barbara Stidler, écoutez ce qu'elle produit, écoutez ses vidéos, c'est toujours particulièrement intéressant et elle a le mérite en plus d'être dans une phase où il y a parfois de la timidité à le faire, c'est peu de le dire, d'être une intellectuelle engagée, de savoir que sa voix, à un moment donné, lorsque les libertés, y compris universitaires d'ailleurs, sont menacées, eh bien, doit porter juste au moment où nous nous trouvons. Qui est un moment, comme je l'ai résumé la dernière fois qu'on s'est vu, qui est un moment particulièrement dangereux, parce qu'il peut être celui de la bascule dans le fascisme. Et là, vous savez, il y a un grand principe d'un penseur réaliste du politique qui voyait les choses un peu comme elles étaient, qui s'appelle Machiavel. Il y a un grand principe qui est quand même d'essayer de comprendre l'histoire, voir par quelle voie l'histoire est passée pour ensuite s'en saisir et puis essayer d'agir correctement au moment où nous nous trouvons. C'est pourquoi, la dernière fois, le bouquin de Chapoutot était aussi important, mais il faut aussi lire des choses d'époque. Enfin, on peut, quoi. Et notamment, je vous recommande ce petit livre qui est un livre de Klaus Mann, le fils de Thomas Mann. Thomas Mann, c'est un grand écrivain. Klaus Mann, son fils, était lui-même écrivain et farouchement antifasciste en Allemagne au moment de la montée du nazisme. Et il parle à la jeunesse et de la jeunesse. Il dit que le fascisme promet tout à la fois, et à chacun ce qu'il voudrait entendre. Par exemple, en ce qui concerne un jeune révolutionnaire, il lui promet précisément ce que, faute de but rendant la vie digne d'être vécue, son âme passionnée réclame de toutes ses forces, le sacrifice de soi. Ce sacrifice, on peut le lui offrir, sur ce point il n'y a pas tromperie.
Notre jeune homme devra un jour se sacrifier, et ce pour défendre précisément ce contre quoi il voulait lutter toute sa vie. Pour défendre l'existence du capitalisme menacé, pour défendre les intérêts d'une clique dirigeante totalement amorale, pour défendre ses rêves impérialistes, sa soif de pouvoir illimité, exacerbée jusqu'au pathologique. C'est pour tout cela que notre jeune devra mourir quand le grand jour du fascisme, le déclenchement de la prochaine guerre mondiale, sera venu. Alors tout deviendra clair, on l'aura trompé, on l'aura possédé. La dernière minute de ce jeune risque d'être terrible. Il verra enfin clair et c'est en mourant qu'il apprendra à penser clairement. Alors ces mots sont particulièrement rudes quelque part, mais renvoient à une réalité. Vous voyez, la réalité conjointe à la fois de l'ascension du fascisme et de la menace de la guerre. Nous y sommes pleinement rendus aujourd'hui. Il y a une menace de généralisation de la guerre, il y a une menace d'escalade dans la conflictualité, et vous voyez la brutalité avec laquelle Donald Trump entreprend de mener des négociations en excluant les Ukrainiens et l'Europe de la table des négociations pour une question qui concerne profondément l'Europe et les rapports intereuropéens, en plus de concerner l'ordre mondial. Et vous avez vu la brutalité inouïe également du gouvernement Netanyahou, à la fois dans l'exercice du génocide à Gaza, c'est une première chose, mais aujourd'hui encore, dans l'expulsion des camps en Cisjordanie, etc. C'est-à-dire que la levée de tous les droits fondamentaux, le principe que le droit international et les droits fondamentaux en général ne compteraient plus, compte évidemment comme un élément structurant de la possibilité de la montée de l'extrême droite et de la montée du fascisme, mais compte également comme un élément et un risque fondamental d'escalade générale et de montée en force et en dangerosité de la possibilité de la guerre. Donc la lutte contre l'extrême droite est une lutte contre la guerre. La lutte contre l'extrême droite est une lutte pour la paix. Vous voyez qu'on est dans ce moment particulier de l'histoire où la lutte au niveau de la France contre l'extrême droite recoupe la lutte au niveau international pour la paix. Et nous en tirons toutes les leçons avec Klaus Mann, ce livre que je vous recommande, et qui permet de comprendre aussi à quel point l'extrême droite avance sur la progression de la bêtise, sur la progression du mensonge, sur la progression de la confusion généralisée. Vous voyez, les thèses les plus délirantes parfois qui sont formulées contre nous, à notre égard. Je pense par exemple à un billet ahurissant sur Radio France qui a été intitulé Mélenchon est-il trumpiste ? Jean-Luc Mélenchon est-il trumpiste ? A priori, tout les oppose. L'économie, l'écologie, leur vision de la société, de l'immigration, de la culture, tout. Jean-Luc Mélenchon en France, c'est l'anti-Trump. Mais sur leur conception du monde. Ce qui est absolument absurde. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a bien entendu à la fois toujours combattu et pour des raisons liées à l'indépendance de la France, combattu le fait que les intérêts des États-Unis d'Amérique devraient prédominer sur ceux de la France et ceux de l'Europe. La pression qu'exerce du point de vue de la politique mondiale, qui est celle des États-Unis d'Amérique, pour des raisons qui sont liées à sa propre situation d'empire déclinant et quasi failli, ce qui est le grand problème de notre époque, les conduit à vouloir prendre la Russie et la Chine dans une même tenaille. Raison pour laquelle ils ont voulu avancer les frontières de l'OTAN jusqu'au bout de l'Ukraine, donc à la porte de la Russie, et au moins jusqu'aux portes des bases russes qui contrôlent le passage des pipelines des Russes dans la mer Noire. Moi, je n'ai pas dit qu'il faille se donner des garanties. Je suis contre le fait qu'on touche aux frontières en Europe. Ça doit être parfaitement clair. Donc je dis que l'Europe doit être une puissance médiatrice. Donc il continue à le faire. Il s'est manifesté en ce sens publiquement. Et pour autant, la confusion reste semée par certains dont il semblerait que leur priorité est de frapper à gauche au moment où un pouvoir avec des gens qui font des saluts nazis comme Elon Musk est en place aux États-Unis. Donc on peut dire qu'il y en a qui ont un sacré sens des priorités en ce moment. On peut penser également à ce second passage du livre de Klaus Mann qui dit « On sait que le national-socialisme est fondamentalement hostile à l'esprit, on l'a maintes fois constaté, et cela reste vrai. La grande fonction de l'esprit est l'éclaircissement. Or, le mouvement politique qui a chassé l'esprit hors d'Allemagne n'a pu assurer l'efficacité de sa démagogie effrénée qu'en opérant un amalgame de toutes les tendances, qui du reste ont été inventées non par lui, mais par l'esprit. Il s'est fait le principe de la confusion,
Et la seule chose qui soit apparue clairement, c'est que ce funeste mélange de tendances volées un peu partout avait pour somme l'hostilité à l'égard de l'esprit. Dans un premier temps, la confusion avait suffi pour créer l'ivresse, mais pour restaurer durablement cette ivresse une fois qu'elle était retombée, il fallut user de la force. C'est-à-dire l'usage d'abord l'abêtissement et des politiques d'abêtissement, de recul de l'éducation, de mensonges permanents, et puis, bien, quand cela ne suffit plus, la force brute. Vous voyez qu'il y a dans le fait de cultiver l'esprit critique, de continuer à lire, de continuer à s'informer de façon diverse, il y a un élément essentiel pour la résistance de notre démocratie. Je voulais vous partager un autre livre qui est plus difficilement trouvable. C'est un livre qui s'appelle « La Chambre ardente, aventurier utopiste et excentrique du Palais Bourbon ». Alors c'est un secrétaire de l'Assemblée, quelqu'un qui travaille dans l'administration de l'Assemblée, qui a écrit ça il y a une vingtaine d'années. Et je ne vais pas vous le résumer intégralement, vous pourrez peut-être le trouver en bibliothèque par ailleurs, mais il est intéressant pour penser ce qu'est la démocratie parlementaire, parce qu'en gros, il prend un certain nombre de personnages qui, tantôt un peu fantasques, tantôt ayant une idée assez fixe, tantôt ayant provoqué la polémique dans l'Assemblée nationale, eh bien, ont constitué des bouts d'histoire parlementaire. Il y a en gros, c'est ce qu'il dit, en 2000, il y avait 16 000 députés depuis la Révolution française, si on comptait tous les députés. Les personnes qui arrivent, étant élues, souhaitent contribuer d'une manière ou d'une autre à la délibération, et parfois souhaitent le faire de façon assez claire en posant des symboles. Et donc je voulais vous partager quelques histoires que j'ai apprises quand même dans ce livre, et notamment celle de celui qu'on surnommait le député en blouse. Il s'appelle Christophe Thivrier. C'était un député socialiste. Un socialiste, au XIXe siècle, c'est révolutionnaire. C'est socialiste pour transformer la société, pour dépasser le capitalisme, etc. Alors lui, il lance direct de la polémique parce qu'il a dit « Je porte une blouse ouvrière, je resterai en blouse ». Peut-être ça vous rappelle des choses. Parce que quand nous, on est arrivé en 2017 sans cravate, c'était scandale absolu. Ah ben non, on méprisait les usages, ça n'allait pas, il fallait pas faire comme ci, pas faire comme ça. Ça, c'est toujours les bonnes leçons de la bourgeoisie. Vous voyez, il faut faire comme ils font. Et parce qu'ensuite, à la fin, il faut penser comme ils pensent. Et donc, je suis tombé avec une certaine forme de gourmandise sur ce petit extrait de discours de Christophe Thivrier, dans le député en blouse, qui dit à l'Assemblée, Citoyens, le moment est venu de briser cette bourgeoisie tarée, cette bourgeoisie de chécard, cette bourgeoisie qui a mis le vol à la hauteur d'une institution. Il faut enfoncer ces portes fermées aux réformes sociales. Il faut que les travailleurs des villes et des campagnes ne soient pas condamnés à mourir de faim en travaillant. Il faut que les questions primordiales, les questions du capital, du sol et du sous-sol, de l'outillage et du salaire reçoivent leur solution. Il faut, en un mot, remplacer cette république bâtarde par une république démocratique et sociale. J'ai trouvé qu'il y avait une forme d'écho assez contemporain à ces mots du député en blouse, dont il faut savoir qu'en plus, derrière, il se fait exclure de l'Assemblée pour un motif qui est quand même invraisemblable. Il crie « Vive la commune !» Mais il faut voir qu'on est, en gros, là, parce que lui, il est député dans les années 1890, on est une vingtaine d'années après la Commune de Paris. La Commune de Paris, à ce moment-là, ça fait trembler les puissants. Ils ont encore le souvenir du fait que des artisans, des ouvriers, des citoyens, en fait, ont décidé à un moment donné de prendre directement le pouvoir à Paris. Et ça ne leur va pas du tout. Et pour eux, ils pensent que la représentation nationale, justement, c'est l'anti-Commune de Paris. Parce que la démocratie représentative de l'Assemblée nationale est l'opposé de la démocratie directe qui était mise en œuvre pendant la Commune de Paris. Donc dire « vive la Commune », c'est à la fois un encouragement au mouvement ouvrier, mais c'est aussi un encouragement à la démocratie directe. C'est inacceptable. Donc il est exclu pour vraiment bien longtemps, et puis ensuite son mandat va se terminer. Vous voyez que ce côté de tentative de domestication de la gauche par la bourgeoisie, en gros, et puis par ceux qui sont installés au pouvoir, n'est absolument pas nouvelle. Et elle n'est pas nouvelle, comme n'est pas nouveau le fait qu'à l'Assemblée, les débats sont un peu péchus. Voilà, que les débats, l'Assemblée, elle est là pour débattre. Jean-Louis Debré, à qui nous avons rendu hommage, là, qui était président de l'Assemblée nationale, ne disait pas autre chose. Il disait il n'y a que dans les États totalitaires qu'un Parlement se tait et qu'un Parlement est calme. Eh bien oui, un Parlement en démocratie, ça incarne quelque part la conflictualité qui traverse l'ensemble de la société.
Donc c'est aussi important à l'avoir à l'esprit parce que dans la période actuelle, il y a parfois une tendance à vouloir faire porter le chapeau de l'instabilité politique aux parlementaires. Tendance dans certains médias, tendance bien entendu du côté gouvernemental et du président de la République, parce que c'est facile de dire que le problème ce sont les députés. Mais il faut bien voir que l'antiparlementarisme, c'est-à-dire quand on commence à cracher sur les députés, eh bien ça finit toujours par profiter à l'extrême droite. Donc voilà, petite recommandation. Alors il y a plein d'autres histoires, hein, je vous raconte pas, mais je dois bien y avoir une centaine de parlementaires. Bon, vous avez là un certain nombre d'histoires qui montrent que l'histoire parlementaire, elle est riche et qui montrent aussi que l'Assemblée nationale est un lieu vivant. Je voulais vous parler d'un petit livre, une petite bande dessinée qui a été éditée par la mairie de Gouesnou. Voilà, le maire de Gouesnou m'a offert ce livre. Et donc, c'est la ville elle-même qui a édité cette bande dessinée avec un scénario de Chris. Chris, je vous recommande ce livre qui s'appelle « Un homme est mort », qui est vraiment magnifique, sur Édouard Mazet, qui avait été tué par la police pendant les grèves ouvrières des années 50 à Brest. Et là, c'est sur le massacre de Penguérec, qui a marqué fondamentalement la commune de Gouesnou et qui est entouré encore d'une sorte de mystère, parce que donc les troupes nazies étaient en repli. Elles ont massacré plusieurs familles. Et ça a été terrible et ça a forcément marqué beaucoup dans le pays local. Puisqu'il y a un déficit de sources, et il y a eu un gros travail qui a été fait de ce point de vue-là par un chercheur qui s'appelle Dimitri Poupon, qui a fait sa thèse là-dessus. Le dessin, c'est Florent Calvez. Bon, eh bien, il y a un déficit de sources, donc en fait, cette bande dessinée, elle vient un peu aussi accompagner l'historien et imaginer ce qui reste encore dans les zones d'ombre. Mais voilà, il y a eu un massacre dur, comme il y en a eu plein dans cette phase de repli. Le plus tristement et tragiquement connu, c'est Oradour-sur-Glane, mais il y en a eu d'autres. Et donc, il y en a eu un sur la circonscription à Gouesnou. Et donc, je remercie le maire de Gouesnou. On n'est pas d'accord, hein, il est de droite. Moi, je suis à la France Insoumise, je suis de gauche. Mais il m'en a parlé et puis il m'en a fait ce cadeau, y compris, je pense, pour qu'on puisse en parler. Donc n'hésitez pas à la demander. Je pense qu'on peut la demander à la ville de Gouesnou. Et c'est vraiment particulier, et en librairie. Et elle est vraiment très, très réussie et très intéressante. Voilà, à bientôt.